Un puissant millionnaire surprend tout le monde en invitant à danser la femme de ménage la plus modeste. Il organisait les bals les plus luxueux de tout Paris, mais il ne savait pas ce que signifiait vraiment danser, jusqu'à ce qu'il la voie. Parmi les coupes vides et les regards indifférents, elle n'était que l'employée, invisible, silencieuse. Mais un simple geste, une invitation inattendue, et toute la salle s'est figée. À cet instant, l'homme le plus influent du pays a compris que ce qui manquait réellement à sa vie, c'était quelqu'un qui n'avait jamais cherché à le séduire. Elle s'était simplement contentée d'exister, et c'est justement pour cela qu'il ne l'a jamais oubliée. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle continue à grandir, et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le salon impérial de l'hôtel Montparnasse brillait ce soir-là comme jamais auparavant. Des lustres en cristal taillé illuminaient chaque recoin, pendant que l'orchestre à cordes jouait des mélodies qui semblaient de flotter au-dessus des coupes de champagne. Monsieur Étienne de Lamare, l'homme le plus riche et mystérieux de Paris, fêtait une année de plus de sa fondation pour les enfants atteints de maladies rares. Le gratin de la haute société française s'était réuni dans cet espace parfumé aux fragrances de luxe et aux ambitions déguisées en politesse. Personne ne prêtait attention à Claire Moreau, une jeune femme de 25 ans, aux mains rêches et au regard doux, qui se déplaçait telle une ombre entre les invités. En uniforme gris et les cheveux tirés en un chignon serré, elle ramassait les verres vides et les serviettes usagées, invisibles aux yeux de ceux qui parlèrent d'investissements colossaux et de voyages sur la Côte d'Azur. Cette année, nous avons dépassé toutes les prévisions de collecte, se vantait Monsieur Patrice, propriétaire de la chaîne hôtelière la plus exclusive de France, tandis que Claire ramassait discrètement une fourchette tombée près de sa chaussure italienne. « Les de Lamare arrivent toujours à l'impossible », répondit une femme couverte de bijoux, sans même jeter un regard à la jeune fille agenouillée à ses pieds. Claire avait appris à évoluer sans être vue. Depuis 3 ans, elle travaillait pour la société de traiteurs chargée des réceptions mondaines et elle connaissait parfaitement sa place. Exister, sans exister. Mais ce soir-là, tout allait changer. Monsieur Étienne, 52 ans, élégant et imposant, observait la fête depuis un coin de la salle. Son costume noir impeccable tranchait avec sa chevelure poivre et sel, et son regard, toujours analytique, balayait la pièce avec une lassitude croissante. Il avait organisé des dizaines d'événements comme celui-ci, mais il lui semblait de plus en plus vide, superficiel. C'est alors qu'il la vit. Parmi la mer de robes haute couture et de smoking de créateurs, Claire ajustait des coussins sur un canapé proche. Il y avait quelque chose dans la délicatesse de ses gestes, dans la concentration de son regard, qui attira l'attention d'Étienne. Pour la première fois depuis des années, quelque chose de vrai se passait dans une de ces soirées. Sans hésiter, Étienne s'approcha du chef d'orchestre et lui souffla quelques mots à l'oreille. La musique s'interrompit brusquement. Les invités, perplexes, regardèrent autour d'eux pour comprendre la cause de ce silence soudain. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura quelqu'un, alors que tous les regards suivaient l'hôte traversant la salle, d'un pas assuré. Claire sentit son cœur s'arrêter lorsqu'elle vit Monsieur Étienne marcher directement vers elle. « Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Est-ce qu'on va me renvoyer ?» pensa-t-elle, tentant de se faire encore plus discrète. « Mademoiselle !» La voix d'Étienne était plus douce que ce que quiconque dans la salle lui avait jamais entendu. « M'accorderez-vous cette danse ?» Le murmure fut instantané. Madame Geneviève Rivière, veuve d'un des banquiers les plus influents du pays, manqua de s'étrangler avec son champagne. La jeune Amandine Carrel, qui tentait depuis des mois d'attirer l'attention d'Étienne, serra son sac si fort que ses jointures en blanchirent. « Je suis en service, monsieur », balbutia Claire, les joues en feu et le regard fixé sur le sol en marbre. « S'il vous plaît », insista-t-il, lui tendant la main. « Juste une danse. » Claire chercha son superviseur des yeux, mais tous semblaient avoir disparu. Il ne restait que le regard intense de cet homme et le silence suspendu dans l'air. D'une main tremblante, elle accepta l'invitation. Étienne fit un signe, et l'orchestre entama un doux morceau de valse. Le contact de leurs mains provoqua une étincelle inattendue. Lui, habitué à diriger des entreprises et des négociations à plusieurs millions, se sentit étrangement nerveux. Elle, qui nettoyait des toilettes et ramassait les déchets, découvrit qu'elle pouvait flotter. « Je ne sais pas danser ça », murmura Claire. « Laissez-vous simplement guider », répondit-il en la menant avec délicatesse. Et elle le fit. Pendant 3 minutes, la fille de Saint-Denis, qui passait 2 heures en RER pour aller travailler,
devint la reine du bal. Ses pieds, d'ordinaire endoloris après des journées de 12 heures, semblaient maintenant connaître chaque pas, chaque tour. Et ses yeux couleur noisette qui avaient tant vu de misère, ne pouvaient en détacher leur regard de celui d'Étienne de la Mare. La musique s'arrêta bien trop vite. Le charme menaçait de se briser, et Claire, consciente à nouveau de sa condition, tenta de lâcher la main d'Étienne. « Je dois retourner travailler », dit-elle d'une voix à peine audible. « Non », répondit-il, d'un ton ferme qui n'admettait aucune objection. « Ce soir, tu ne redeviendras pas invisible. » Il lui prit doucement le bras et, sous les regards stupéfaits de tous les convives, la guida vers une table vide. « Asseyez-vous ici, s'il vous plaît, » lui demanda-t-il. « Je reviens dans un instant. » Claire resta là, pétrifiée, sentant des centaines de regards se poser sur elle comme autant de lames. Au loin, elle aperçut M. Étienne discuter avec le responsable du personnel, qui hochait nerveusement la tête à chacune de ses paroles. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais comprit que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Quelques minutes plus tard, Étienne revint avec une coupe de champagne qu'il tendit à Claire. À la destinée et à ses surprises, porta-t-il un toast, avec un sourire qui transformait complètement son visage habituellement austère. Ce soir-là, Claire Moreau ne ramassa plus un seul verre, ne nettoya plus la moindre goutte renversée. Pour la première fois, elle goûta au champagne français, le vrai, et découvrit que les étoiles pouvaient aussi briller à l'intérieur d'une salle de bal. Et Étienne de la Mare, l'homme qui possédait tout, réalisa qu'il avait cherché au mauvais endroit ce qui lui manquait réellement. Lorsque la fête prit fin, un chauffeur attendait pour raccompagner Claire chez elle. Avant qu'elle ne monte dans la voiture, Étienne s'approcha. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda-t-elle, étonnée par son propre culot. « Je te le promets », répondit-il en lui baisant doucement la main. Ce n'est que le début. Et tandis que la voiture s'éloignait dans les rues nocturnes de Paris, Claire comprit que sa vie, à l'image de la ville elle-même, était sur le point de se transformer totalement. Le réveil sonna à 5 heures du matin, comme tous les jours. Claire se leva dans son petit appartement du quartier de Ménilmontant, où elle partageait 2 pièces avec sa cousine Mireille et la fille de cette dernière. Tandis qu'elle préparait un café instantané, elle revivait la soirée précédente comme dans un rêve. « Hier, tu as dansé avec un millionnaire. Aujourd'hui, tu vas laver les sols, » murmura-t-elle pour elle-même, un sourire amer aux lèvres. Lorsqu'elle arriva au bureau de la société Réception Montmartre, où elle travaillait comme employée de service, elle remarqua des regards curieux et des chuchotements sur son passage. « Tout le monde est déjà au courant, » pensa-t-elle, sentant son estomac se nouer. À peine avait-elle mis un pied dans les vestiaires que Madame Bernadette, la surveillante, l'intercepta. « Claire, on te demande dans le bureau de Monsieur Lefebvre, » lui dit-elle, avec une expression difficile à déchiffrer. « Et dépêche-toi, ma fille, il n'aime pas attendre. » Le cœur battant à tout rompre, Claire traversa le couloir jusqu'à l'administration. « Je vais me faire virer, c'est sûr, » se répétait-elle. Quelle idée d'accepter de danser avec un invité. Monsieur Lefebvre, un homme d'âge moyen à la moustache soigneusement taillée, l'accueillit avec une étrange bienveillance. « Assieds-toi, Claire, » dit-il en désignant une chaise face à son bureau. « J'ai des nouvelles pour toi. Si c'est à cause d'hier soir, je vous jure que... » « C'est précisément à cause d'hier soir, » l'interrompit-il. « Nous avons reçu un appel personnel de Monsieur de la Mare. Il t'a demandé pour un service spécial. » Claire cligna des yeux, déconcertée. « Un service spécial ? Monsieur de la Mare souhaite que quelqu'un s'occupe de sa bibliothèque privée dans sa résidence à Neuilly-sur-Seine. Et il veut que ce soit toi. » La nouvelle lui tomba dessus comme une douche glacée. Une bibliothèque ? Elle avait à peine terminé le lycée, que savait-elle des livres ? « Mais je ne connais rien aux bibliothèques, monsieur. Je sais juste nettoyer et... » « Écoute, ma petite Claire, » dit Lefebvre en se penchant vers elle, « quand quelqu'un comme Étienne de la Mare demande quelque chose, on ne discute pas. En plus, tu seras payé 3 fois ton salaire actuel. » 3 heures plus tard, une voiture noire aux vitres teintées la récupérait devant les bureaux. Le chauffeur, un homme nommé François, fut aimable mais discret durant tout le trajet. La ville se métamorphosait au fur et à mesure. Les immeubles vieillissants et les rues animées laissaient place à de larges avenues bordées d'arbres et à des villas cachées derrière de hauts murs. Lorsque la voiture franchit un portail en fer forgé, Claire retint sa respiration. Le manoir de la Mare était exactement comme les maisons qu'elle voyait dans les feuilletons télévisés. Une immense bâtisse en pierre claire, entourée de jardins impeccables, tout droit sortis d'un autre monde. Une femme d'âge mûr, en uniforme strict, l'accueillit à l'entrée. « Je suis Margot, la gouvernante », se présenta-t-elle d'un ton neutre. « Monsieur de la Mare vous attend dans la bibliothèque. Par ici, s'il vous plaît. »
Tandis qu'elle suivait Margot à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art et de meubles anciens, Claire se sentit de plus en plus déplacée. Ses chaussures usées semblaient profaner le marbre lustré qu'elle foulait. Au bout d'un long couloir, une porte en bois sculpté s'ouvrit, dévoilant une pièce qui lui coupa le souffle. Des murs entiers recouverts de livres, du sol au plafond, des échelles mobiles pour atteindre les étagères les plus hautes, des fauteuils en cuir, des globes anciens et une immense table de travail au centre. Et là, Étienne Delamarre, en train de consulter des documents. « Claire », dit-il en la voyant, avec une formalité qui tranchait avec la chaleur de la veille. « Merci d'être venu. »« Monsieur Delamarre, je crois qu'il y a eu un malentendu, » répondit-elle en tordant nerveusement la lanière de son sac. « Je ne connais rien au livre. » Étienne s'approcha d'elle, les mains dans les poches de son pantalon. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui connaisse les livres, » expliqua-t-il. « J'ai besoin de quelqu'un qui en prenne soin. » Durant l'heure qui suivit, il lui fit visiter la bibliothèque, lui expliquant vaguement ses tâches. Maintenir l'ordre, faire la poussière, s'assurer que la température et l'humidité soient adaptées à la conservation des ouvrages. Ses instructions restaient floues, comme si au fond peu importait ce qu'elle ferait réellement. « Tu peux venir du lundi au vendredi, de 9h à 17h, conclut-il. François viendra te chercher et te ramènera. Tu as des questions ?» Claire avait 1000 questions, mais elle se contenta de secouer la tête. « Bien, j'ai une réunion maintenant. Margot t'expliquera le reste de ce que tu dois savoir. » Et sur ces mots, il s'éloigna, la laissant seule dans ce sanctuaire du savoir qui, pour une raison mystérieuse, était désormais sous sa responsabilité. Les jours suivants furent étranges. Claire se sentait comme une intruse dans cet univers. En observant les livres, dont beaucoup étaient dans des langues qu'elle ne reconnaissait même pas, Claire comprit que cette bibliothèque ressemblait à son propriétaire, imposante, ordonnée, mais avec une solitude presque palpable. « Personne ne vient jamais ici », lui confia Margot un jour en lui apportant une tasse de thé. « Monsieur collectionne les livres, mais les lit rarement. C'est plutôt une tradition familiale. » Peu à peu, Claire s'habitua à la routine. Elle dépoussiérait avec délicatesse les reliures en cuir, rangeait les quelques magazines déplacés et parfois, lorsque personne ne la regardait, caressait les pages illustrées d'un ouvrage, émerveillée par des images de lieux qu'elle n'avait jamais vus. Au 3e jour, elle trouva quelque chose d'inattendu, une tasse de café fraîchement préparée sur la grande table. À son arrivée, personne ne lui en parla. Le lendemain, la même chose se reproduisit, exactement à 10h. Pas de message, pas d'explication, juste le café exactement comme elle l'aimait. Elle l'avait mentionné à Margot le premier jour, sans y prêter attention. Une semaine plus tard, ce fut une petite orchidée blanche, soigneusement déposée sur l'une des étagères qu'elle avait nettoyées la veille. Et puis commencèrent les visites, brèves, silencieuses. Étienne apparaissait dans la bibliothèque, soi-disant pour chercher un document ou un livre. Il la saluait poliment, échangeait quelques mots sur la météo ou sur un ouvrage quelconque, puis repartait. Mais ses yeux perçants qu'il avait remarqués au milieu d'une réception, continuaient de parler un langage que les mots ne pouvaient traduire. Un après-midi, alors qu'elle époussetait des volumes dans la section Histoire, Claire eut une révélation. Cette bibliothèque monumentale ressemblait à l'homme qui en était le maître. À l'extérieur, parfaitement organisée et impressionnante. À l'intérieur, en attente que quelqu'un vienne en découvrir les secrets. Et elle, sans savoir comment ni pourquoi, avait été choisie pour cette mission. Presque 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Claire avait commencé à travailler là. Peu à peu, elle s'était familiarisée avec ce labyrinthe de savoir qui, au début, l'intimidait. Elle avait appris à repérer les différentes sections, à manier le classement complexe des volumes anciens et même à reconnaître quelques titres dans des langues qu'elle ne savait pas prononcer. Ce jeudi matin-là, Claire décida d'explorer un coin qu'elle avait à peine effleuré jusqu'ici, un petit recoin avec un bureau ancien, près d'une grande fenêtre donnant sur le jardin. Monsieur Delamarre fréquentait rarement cette partie de la bibliothèque et elle y avait remarqué un certain désordre. « Il est temps de mettre un peu d'ordre ici », murmura-t-elle en s'approchant du bureau en acajou. Sur le plateau reposaient plusieurs piles de papier, des magazines économiques et quelques livres marqués de signets. Elle commença prudemment à trier le tout, classant les documents selon leur taille et leur nature. En déplaçant une encyclopédie lourde, un objet glissa et tomba au sol. Un carnet en cuir brun, usé, sans étiquette ni titre. Claire le ramassa, indécise. Il ne ressemblait pas au livre de la collection, mais semblait bien plus personnel. Elle faillit le reposer là où elle l'avait trouvé,
mais la curiosité fut plus forte que la prudence. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'écriture ferme et élégante d'Étienne de la Mare. « Je ne devrais pas, » murmura-t-elle, mais ses yeux parcouraient déjà les premières lignes. C'était comme jeter un regard dans une âme nue. Le carnet contenait des notes personnelles, des ébauches de discours et surtout, ce qui la bouleversa, des lettres jamais envoyées. Des lettres adressées à son père décédé, à d'anciens associés devenus ennemis, à une femme nommée Constance qui, visiblement, l'avait quitté des années auparavant. « Si jamais tu lis ceci un jour, c'est que j'aurais accepté que tu as fait le bon choix, » disait l'une d'elles. « Un homme comme moi qui a bâti un empire au prix de son humanité ne mérite pas le bonheur d'un amour véritable. » Les mots d'Étienne révélaient un homme bien différent du magnate que le monde croyait connaître. Dans ces pages, il parlait de ses insécurités, de la pression constante pour préserver l'héritage familial, de la peur de ne jamais être à la hauteur, de la solitude qui l'accompagnait même lors des réunions les plus peuplées. Claire perdit la notion du temps, plongée dans les pensées les plus intimes de son patron. Lorsqu'un passage particulièrement douloureux sur la mort de ses parents la fit pleurer, elle comprit qu'elle avait franchi une limite. Elle referma le carnet d'un geste précipité, honteuse de son indiscrétion. « Ce n'est pas bien, » se dit-elle en essuyant ses larmes. « Demain, je le remettrai exactement là où je l'ai trouvé, et personne ne saura. » Mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain, alors qu'elle tentait de replacer discrètement le carnet à sa place, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à l'improviste. Étienne entra d'un pas déterminé, s'arrêtant net en la voyant, le carnet personnel en main. Le silence qui suivit fut si pesant que Claire pouvait entendre battre son propre cœur. Les yeux d'Étienne se posèrent sur le carnet, puis sur le visage coupable de la jeune femme. Son expression changea peu à peu, passant de la surprise à l'indignation, puis à quelque chose d'autre qu'elle ne sut identifier. « Monsieur de la Mare, je suis désolée, » balbutia-t-elle tremblante. « Ce n'était pas... Il est tombé et... » Il s'approcha lentement, le visage tendu comme s'il contenait une tempête intérieure. Il prit le carnet des mains de Claire et le regarda un moment. Elle s'attendait à des cris, à un licenciement immédiat, voire à une plainte pour violation de sa vie privée. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. « Jusqu'où as-tu lu » demanda-t-il d'une voix maîtrisée. « Assez » répondit-elle avec honnêteté, incapable de mentir. « Assez pour en savoir trop » compléta-t-il. Et alors, contre toute attente, Étienne de la Mare sourit. Un sourire sincère, peut-être le premier que Claire voyait sur son visage. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de reddition, comme s'il venait de perdre un combat qu'il menait depuis des années. « J'imagine que maintenant tu connais Étienne, pas seulement Monsieur de la Mare, » dit-il en posant le carnet sur le bureau. « Je crois que je préfère Étienne, » répondit-elle avec un courage qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Ce moment marqua un tournant. La tension entre eux se transforma en quelque chose de différent, une complicité silencieuse, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Il ne prétendait plus venir chercher des livres, et elle ne faisait plus semblant d'être là uniquement pour faire le ménage. Les jours suivants, Claire commença à répondre aux petits gestes d'Étienne par les siens. Elle remarqua qu'il avait souligné certains passages dans ses livres favoris, alors elle réorganisa toute une section en suivant ses préférences. Quand elle découvrit qu'il avait une faiblesse pour les poètes d'Amérique latine, elle laissa un marque-page avec une citation d'Octavio Paz près de sa tasse de café matinale. « La solitude est le puits où l'amour se noie, mais aussi où il renaît. » La première réponse arriva 2 jours plus tard, une feuille pliée, à l'écriture élégante, citant Juan Rulfo. « Il est des espoirs qui tuent, mais aussi des espoirs qui nourrissent. » Peu à peu, la bibliothèque devint un espace où ils pouvaient être vraiment eux-mêmes. Un matin, alors que Claire rangeait des livres d'art, elle sentit la présence d'Étienne derrière elle. « Tu sais, » dit-il d'une voix posée, « cela fait des années que j'achète des livres que je ne lis jamais. »« Pourquoi » demanda-t-elle en se retournant vers lui. « Parce que les livres ne jugent pas, ils n'exigent rien. Ils attendent, » répondit-il avec une sincérité autrefois impensable. « Comme toi. » Claire sentit une douce chaleur dans le ventre. Quelque chose était en train de naître entre eux, quelque chose de fragile et de puissant à la fois, construit de silence et de mots empruntés aux autres. « Les livres gardent aussi des secrets, » dit-elle, « comme nous. » Et ainsi, jour après jour, page après page, la bibliothèque cessa d'être simplement une collection d'ouvrages pour devenir le témoignage silencieux de 2 âmes qui, contre toute logique, apprenaient à se lire mutuellement. La matinée se déroulait avec la tranquillité habituelle de la bibliothèque.
Claire classait une nouvelle acquisition d'ouvrages sur l'histoire du Mexique tout en fredonnant doucement une chanson de Carla Bruni. Depuis l'épisode du carnet, la relation entre elle et Étienne avait acquis une douce familiarité. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur la terrasse attenante, partageaient des lectures et parfois, quand ils n'avaient pas de réunion, passaient des heures à discuter de sujets qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir aborder avec un homme comme lui. Le bruit sec de talons frappant le marbre interrompit cette quiétude. Claire eut à peine le temps de se retourner que la porte s'ouvrit brusquement. Une femme grande, extrêmement élégante, dans la quarantaine bien conservée, entra comme si l'endroit lui appartenait. Elle portait un tailleur crème qui valait probablement plus que tout ce que Claire avait gagné dans sa vie, et sa chevelure noire, parfaitement coiffée, encadrait un visage à la beauté aristocratique. « Où est Étienne ?» demanda la femme d'une voix assurée, au ton légèrement étranger, sans même prendre la peine de saluer. « Bonjour, madame », répondit Claire, sentant aussitôt qu'elle devait se tenir sur la défensive. « Monsieur Delamarre est en visioconférence dans son bureau. » La femme la détailla de la tête aux pieds d'un regard perçant, comme si elle examinait un insecte sous une loupe. « Et toi, tu es ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil parfaitement dessiné. « Claire Moreau, je travaille à la bibliothèque. » Un sourire glacial se dessina sur le visage de la femme. « Ah, oui, la fameuse bibliothécaire, » dit-elle avec un ton qui faisait du mot une insulte. « Je suis Hélène Beaumont de Monteil. Je suppose qu'Étienne ne t'a pas parlé de moi. » Avant que Claire puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Étienne entra. Son expression se tendit visiblement en voyant l'invité. « Hélène, quelle surprise !» dit-il d'un ton neutre. « Je ne savais pas que tu étais à Paris. »« Les vieux amis n'ont pas besoin d'invitation, n'est-ce pas, chérie ?» répondit-elle en s'approchant pour l'embrasser sur les deux joues. « Je suis venue pour le congrès sur les investissements et je me suis dit, comment ne pas rendre visite à l'homme le plus fascinant du 16e arrondissement ?» Claire observait l'échange, sentant une gêne croissante. Il était évident que cette femme et Étienne partageaient un passé, et tout aussi évident qu'elle marquait son territoire. « Claire, pourrais-tu nous apporter du café, s'il te plaît ?» demanda Étienne avec une formalité qu'il n'avait pas utilisée depuis des semaines. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle, notant le retour soudain à une distance protocolaire. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Hélène glisser d'une voix mielleuse « Quelle charmante employée, très typique !» Dans la cuisine, Margot préparait le café d'un air sombre. « Je vois que tu as déjà rencontré la vipère », commenta la gouvernante sans lever les yeux. « C'est qui exactement ?» demanda Claire. « Hélène Beaumont, fille d'un des associés historiques du père de Monsieur Delamarre. Elle a toujours voulu être plus qu'une amie, mais il ne lui a jamais passé la bague au doigt. Aujourd'hui, elle est mariée à un banquier espagnol, mais elle rôde encore comme un vautour. » Quand Claire revint avec le café, elle trouva Hélène en train d'examiner les livres fraîchement rangés, tandis qu'Étienne l'observait d'un air indéchiffrable. « Voici votre café, » dit Claire, en déposant le plateau sur une table d'appoint. « Merci, ma jolie, » répondit Hélène avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Je disais justement à Étienne combien il est inhabituel de croiser quelqu'un comme toi dans ce genre d'environnement. Où as-tu étudié la bibliothéconomie ?» Le silence qui suivit fut douloureux. Les trois savaient que Claire n'avait aucune formation spécialisée. « Claire a un don naturel pour l'ordre et le soin des livres, » intervint Étienne. « Un don naturel, » répéta Hélène avec un petit rire. « Quelle heureuse coïncidence !» La tension était palpable. Hélène évoluait dans la bibliothèque comme quelqu'un qui inspecte une propriété à vendre, lançant des remarques apparemment anodines mais pleines de venin. « Cet endroit a toujours été ton refuge, Étienne. Je suis ravie que tu y aies trouvé de la compagnie, » dit-elle d'un ton suggestif. « Même si je ne suis pas certaine que tes actionnaires trouveraient cela approprié. »« Ne mélange pas tout, Hélène, » répondit-il sèchement. « Je ne mélange jamais, mon cher. J'observe simplement, » répliqua-t-elle, regardant Claire droit dans les yeux. « Et ce que je vois est fascinant. » La visite dura presque 1 heure. Quand Hélène annonça enfin qu'elle devait partir, elle enlaça longuement Étienne. « À ce soir, au dîner de la Fondation, » lui rappela-t-elle. « Tu as beaucoup de choses à m'expliquer. » En partant, elle s'arrêta devant Claire. « Enchantée de faire ta connaissance, » dit-elle d'un ton faussement cordial. « Profite tant que tu peux. » Après son départ, un silence pesant s'installa entre Claire et Étienne. Il semblait ailleurs, préoccupé. « J'ai du travail en retard, » se justifia-t-il en évitant son regard. « Je te verrai demain. » Ce soir-là, dans le prestigieux salon de l'hôtel Vendôme,
Hélène virevoltait parmi les invités du dîner de charité, comme une abeille entre les fleurs, s'arrêtant stratégiquement dans de petits groupes où elle distillait des remarques soi-disant innocentes. « Vous saviez qu'Étienne a une nouvelle bibliothécaire ?» lançait-elle en riant. « Une fille de Saint-Denis qui nettoyait des toilettes. Il paraît qu'il l'a vue à une soirée et qu'il a été fasciné. Ce ne serait pas la même que celle qu'il a invitée à danser lors de l'événement de la Fondation ?» demanda quelqu'un. « Exactement », confirma Hélène. « Plutôt maligne, la petite. En moins d'un mois, elle a déjà un accès complet à sa bibliothèque privée, là où il garde tous ses documents familiaux. Je me demande bien ce qu'elle cherche en réalité. » Les insinuations flottaient dans l'air comme un parfum toxique. Quand Étienne arriva, il sentit immédiatement les murmures qui s'interrompaient à son passage, les regards curieux, les sourires condescendants. « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il directement à Romain Viguier, son avocat et ami de confiance. « Hélène parle de ta nouvelle employée », répondit Romain, gêné. « Rien d'explicite, mais tu connais ce milieu. Certains spéculent. Est-ce ta nouvelle conquête ou quelque chose de plus grave ? De plus grave ? Il y en a qui suggèrent qu'elle pourrait chercher à accéder à des informations sensibles, des documents, des comptes. Tu sais bien que ta famille a des ennemis, Étienne. La graine du doute était semée. Même en connaissant les méthodes d'Hélène et les sentiments qu'il éprouvait pour Claire, Étienne ne put empêcher la paranoïa de s'installer dans son esprit. Le lendemain, Claire remarqua immédiatement le changement. Étienne arriva en retard à la bibliothèque, la salua à peine, et quand leurs mains se frôlèrent en échangeant des documents, il retira la sienne comme s'il s'était brûlé. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle franche. « Non » répondit-il en évitant son regard. « Juste beaucoup de travail en retard. Mais c'était plus que ça. Les petits déjeuners partagés cessèrent. Les notes littéraires disparurent. Les conversations se réduisirent à des ordres brefs et des réponses monosyllabiques. Le mur invisible qu'ils avaient mis tant de temps à abattre se dressait à nouveau, et Claire n'en comprenait pas la raison. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque soir, Étienne luttait contre ce qu'il ressentait et les doutes qui l'assaillaient. Et si tout cela avait été calculé? Et si ses ennemis avaient enfin trouvé son point faible? Et si elle ne faisait que suivre un plan conçu par d'autres? La glace dans son regard n'était que le reflet d'une guerre intérieure qu'il était en train de perdre. Une semaine avait passé depuis la visite d'Hélène, et le manoir de Lamar semblait plongé dans un hiver émotionnel. Les petites habitudes qu'ils avaient construites ensemble s'étaient effacées comme des traces sur le sable. Plus de fleurs fraîches sur le bureau. Les tasses de café restaient vides. Les citations littéraires ne revenaient plus. Claire s'efforçait de maintenir sa routine, nettoyant chaque recoin de la bibliothèque avec le même soin, réorganisant les rayons, préservant les volumes les plus fragiles. Mais le silence complice d'autrefois était devenu un mur impénétrable. « Bonjour, monsieur de Lamar », dit-elle, lorsqu'elle le vit entrer dans la bibliothèque après 3 jours d'absence. Il hocha à peine la tête et alla directement à son bureau. « J'ai besoin des documents de la section des contrats familiaux », dit-il d'une voix froide, sans la regarder. « Ensuite, tu peux prendre le reste de ta journée. »« Mais il est à peine 10 heures, » répondit-elle déconcertée. « J'ai une réunion importante. Je n'ai pas besoin de distraction. » Le mot « distraction » la frappa comme un poignard. Était-ce ce qu'elle était devenue? Une simple distraction? Claire ravala ses larmes et alla chercher les documents demandés. À son retour, elle tenta une dernière fois de percer la barrière invisible. « Monsieur de Lamar, si j'ai fait quelque chose qui vous a dérangé, j'aimerais le savoir pour... »« Tu n'as rien fait, » l'interrompit-il sèchement. « Mais les choses doivent revenir à leur place. Tu es une employée. Je suis ton supérieur. Rien de plus. » « Il y a 1 semaine, ce n'était pas ce que vous sembliez penser, » répondit-elle, sentant la douleur et la colère la gagner. Un instant, quelque chose sembla se fissurer dans l'expression d'Étienne. Un éclat de doute, peut-être de regret, mais il se ressaisit immédiatement. « C'était une erreur de jugement, » dit-il d'un ton sec. « Merci pour les documents. Tu peux disposer. » Claire quitta la bibliothèque avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler. Mais dans le couloir, les larmes coulèrent. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Ce qui avait changé si brutalement. Avait-elle été trop audacieuse? Avait-elle mal interprété son attention? Margot la trouva ainsi, en larmes, silencieuse, près d'une fenêtre. « Oh, ma petite !» soupira la gouvernante. « Je te l'avais dit depuis le début. Les riches ne se mêlent pas à des gens comme nous. Il a juste joué avec toi. »« Ce n'est pas vrai, » se défendit Claire en s'essuyant les larmes. Quelque chose s'est pincé. Tout a changé après la visite de cette femme. Margot secoua la tête. Hélène n'a fait qu'accélérer l'inévitable.
Monsieur Delamarre a un engagement envers son milieu. Il l'a toujours eu. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça n'avait pas d'avenir. Les jours suivants furent une torture. Claire continuait à se présenter au travail à l'heure, mais Étienne avait pratiquement disparu. Quand ils se croisaient, ils gardaient un ton professionnel et distant qui réduisait en miettes tout ce qu'ils avaient construit. Un matin, Claire arriva déterminée à lui faire face. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, dans ce vide d'incertitude et de douleur. Mais en entrant dans le manoir, Margot l'accueillit avec un air grave. « François t'emmènera au siège central », l'informa-t-elle. « Monsieur Lefebvre souhaite te voir. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Tu sais pourquoi ? On ne me dit pas ce genre de choses, » répondit Margot, mais son regard en disait long. Le trajet dans la voiture de la société fut le plus long de sa vie. François, le chauffeur, tenta de faire la conversation, mais Claire répondit à peine. Son esprit était un tourbillon de questions sans réponse, de mots étouffés, de sentiments embrouillés. Monsieur Lefebvre l'accueillit avec la même fausse amabilité que le premier jour, mais cette fois, il y avait dans ses yeux quelque chose de différent, un mélange de curiosité et de pitié. « Assieds-toi, Claire », dit-il en désignant la même chaise où il lui avait proposé ce poste spécial. « Je vais être bref. » Il sortit une enveloppe Kraft de son tiroir. « Il a été décidé de mettre fin à ton service au manoir Delamarre, » annonça-t-il sans détour. « Voici ton indemnité. 3 mois de salaire et une lettre de recommandation. Très généreux, à mon avis. » Le monde sembla s'arrêter. Malgré les signes, malgré les avertissements, la nouvelle la frappa comme un coup de poing. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'elle réussit à articuler. « Réorganisation interne », répondit Lefebvre mécaniquement. Monsieur Delamarre a décidé d'engager un bibliothécaire professionnel. Rien de personnel, mais tout était personnel. Chaque détail de cette situation était douloureusement personnel. « Est-ce qu'il est ici ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Je peux lui parler ? Monsieur Delamarre est à Lyon pour affaires, » répondit Lefebvre, visiblement mal à l'aise. Il a laissé des instructions précises avant de partir. Il n'avait même pas eu le courage de la congédier en face. C'était cela, le plus douloureux. Les mains tremblantes, Claire prit l'enveloppe. « Je peux récupérer mes affaires ?» demanda-t-elle, s'efforçant de rester digne. « Elles ont déjà été envoyées à ton domicile, » répondit Lefebvre. « Tes effets personnels et quelques livres que Monsieur Delamarre a voulu que tu gardes. » Cet après-midi-là, Claire retourna à son petit appartement dans le quartier de Ménilmontant. Sur son lit, elle trouva un carton contenant ses rares affaires de la bibliothèque. Un pull, quelques photos, la petite plante qu'elle avait posée près de son bureau. Et aussi, soigneusement emballés, 3 recueils de poésie qu'elle avait mentionnés aimer. Pas de mots, pas d'explication, pas d'adieu. Elle s'assit au bord du lit et se permit enfin de pleurer. Non pas pour l'emploi perdu, ni même pour l'argent. Elle pleurait pour ce qui aurait pu être et ne fut pas, pour les mots qu'ils ne s'étaient pas dits, pour les sentiments à peine découverts. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'au même moment, à des centaines de kilomètres de là, Étienne Delamarre contemplait le coucher de soleil depuis la fenêtre de sa suite à Lyon. Dans ses mains, le vieux carnet en cuir, ouvert à une page où il avait écrit, puis raturé plusieurs fois la même phrase. « Pardonne-moi, Claire. » Il n'avait pas eu le courage de lui faire face. Il n'avait pas trouvé la force de plonger son regard dans le sien et d'expliquer que la peur l'avait vaincu. Peur des rumeurs, des doutes. Peur que, peut-être, elle soit trop belle, trop vraie pour être réelle. Peur que le monde qu'il avait construit avec tant d'efforts s'effondre à cause d'un sentiment qu'il n'osait pas nommer. Ainsi, ils restèrent séparés par bien plus que la distance physique, séparés par le silence, par la peur, par des décisions lâches. Et ce silence les punissait tous deux avec la même cruauté. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour dans les bureaux de Monsieur Lefebvre. Claire était retournée à son ancien travail chez Réception Montmartre, nettoyant des salles de réception et ramassant des verres sales. Cette vie d'avant, qui lui avait un jour semblé suffisante, lui paraissait désormais comme une chaussure trop étroite, douloureuse à chaque pas. « Allez Claire, ton café va refroidir », lui lança Sophie, sa collègue, pendant qu'elle faisait une pause dans la cuisine d'une salle fraîchement nettoyée. « Ça fait 1 demi-heure que tu fixes le vide. »« Pardon, je suis un peu distraite, » répondit Claire, esquissant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est à cause de lui, hein ? Le Richard ?» affirma Sophie, plus qu'elle ne demanda. « T'as pris un sacré coup, ma belle. » Claire ne répondit pas. Comment expliquer que ce qu'elle regrettait le plus, ce n'était pas le luxe du manoir ni les privilèges du poste, mais les silences partagés entre les livres, les regards complices, les petits gestes qui avaient bâti quelque chose qui ressemblait à un rêve.
Comment expliquer que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait vraiment vu, au-delà de son uniforme, au-delà de sa condition? Les nuits étaient les pires. Dans l'obscurité de sa chambre, elle repassait chaque moment, chaque mot, cherchant l'erreur, le moment exact où tout s'était effondré. Et elle en arrivait toujours à la même conclusion. Elle avait été naïve de croire qu'il pouvait exister quelque chose de réel entre deux mondes si éloignés. À des kilomètres de là, dans son bureau du 23e étage de la tour Montparnasse, Étienne Delamarre examinait des contrats avec la concentration mécanique qu'il avait perfectionnée au fil des années. Sa secrétaire entra avec de nouveaux documents. « Monsieur Delamarre, voici les rapports que vous avez demandés. Maître Viguier demande s'il peut entrer. » Il acquiesça sans lever les yeux. Une fois la porte refermée, il laissa tomber son stylo et se frotta les yeux, épuisé. Cela faisait des semaines qu'il vivait ainsi, travaillant jusqu'à l'épuisement, enchaînant les réunions, relisant des projets qu'il déléguait autrefois. Tout cela pour ne pas penser, pour ne pas ressentir. Mais le vide le suivait partout. Il n'était retourné à la bibliothèque qu'une seule fois depuis le renvoi de Claire. Cet endroit, autrefois son refuge, lui semblait désormais insupportable. Les étagères qu'elle avait organisées avec tant de soin, la table où ils partagèrent leur café, tout lui rappelait ce qu'il avait détruit par lâcheté. Ce soir-là, en rentrant dans son manoir vide, Étienne se versa un whisky et se rendit à son bureau. Il ouvrit un tiroir fermé à clé et en sortit le vieux carnet en cuir. Il ne l'avait pas rouvert depuis cette dernière nuit à Lyon, mais quelque chose le poussa à le relire. En feuilletant les pages couvertes de son écriture, il remarqua un petit papier plié qu'il n'avait jamais vu. Il l'ouvrit intrigué et reconnut immédiatement l'écriture arrondie de Claire. « Aucun livre ne change le monde s'il reste fermé. Merci d'avoir ouvert le vôtre pour moi. Avec affection, Claire. » La date indiquait le jour précédant la visite d'Hélène. Elle avait laissé ce mot, et il ne l'avait jamais vu. Quelque chose se brisa en Étienne. Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, il se permit de ressentir le poids de ses actes. Le masque de froideur et de contrôle qu'il avait porté se fissura. Il avait éloigné la seule personne qu'il avait vue tel qu'il était vraiment, non pas comme le puissant Étienne Delamarre, mais comme l'homme vulnérable et solitaire derrière le nom et la fortune. Le téléphone interrompit ses pensées. C'était Hélène. « Cher Étienne, je voulais juste confirmer ta présence au bal de charité de samedi, » dit-elle de sa voix mielleuse. « Ce sera l'événement de l'année. »« Je n'ai pas la tête à faire la fête, Hélène, » répondit-il sèchement. « Oh, mais tu ne peux pas manquer ça, » insista-t-elle. « Tout le monde sera là, et puis, j'ai une surprise spéciale à annoncer, quelque chose qui va changer bien des choses. » Il y avait dans sa voix une note de triomphe qui mit Étienne en alerte. « Quel genre de surprise ? Si je te le disais, ce ne serait plus une surprise, n'est-ce pas ?» dit-elle en riant. « Disons simplement que c'est quelque chose qui unira nos familles d'une manière que ton père et le mien ont toujours souhaité. » En raccrochant, Étienne resta immobile, le regard dans le vide. Il n'était pas difficile de comprendre le message. Pendant des années, son père et celui d'Hélène avaient insinué qu'une union entre les deux familles serait une alliance stratégique idéale. Et à présent, Hélène semblait bien décidée à concrétiser ce projet. Autrefois, il aurait peut-être envisagé cette idée comme un devoir familial. Mais maintenant, tenant le mot de Claire entre les mains, cette simple possibilité lui semblait insupportable. Pendant ce temps, dans le modeste appartement du quartier de Ménilmontant, Claire dépliait soigneusement la robe bleue qu'elle avait portée le soir du bal, là où tout avait commencé. Elle l'avait fait nettoyer à sec avec ses maigres économies, non pour la remettre, mais comme un rituel d'adieu. « Il faut que tu sortes un peu, ma fille », lui répétait sans cesse sa cousine Mireille. « Tu ne peux pas rester là à porter le deuil de quelqu'un qui ne t'a même pas dit au revoir. » Mais comment lui expliquer que ce qui lui manquait, ce n'était pas seulement Étienne, mais aussi la version d'elle-même qu'elle avait découverte à ses côtés. Dans cette bibliothèque, entre des livres centenaires et des silences complices, elle avait été plus que la fille pauvre de Saint-Denis. Elle avait été Claire, simplement Claire, une femme avec des idées, des pensées, que quelqu'un considérait. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait la robe dans sa petite armoire, la voix fluette de la fille de Mireille l'appela depuis la porte. « Tata Claire, il y a un monsieur très élégant qui te demande. » Le cœur battant à tout rompre, Claire courut jusqu'à la porte. Mais ce n'était pas Étienne qui l'attendait dans le couloir, mais un homme plus âgé, au port noble de celui qui a passé sa vie au service des puissants. « Mademoiselle Claire Moreau ?» demanda-t-il respectueusement. « Je m'appelle Édouard Servant, majordome principal de la famille Delamarre depuis plus de 40 ans. » Il lui tendit une enveloppe épaisse, de couleur ivoire,
marqué du sceau doré en relief de la famille Delamarre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Une invitation, mademoiselle » répondit le vieil homme avec un léger sourire. « Et un message personnel de ma part. Toutes les histoires ne se terminent pas quand on croit qu'elles sont terminées. » Les mains tremblantes, Claire saisit l'enveloppe ivoire tandis que le majordome attendait patiemment sur le seuil. « Monsieur Servant, je ne comprends pas, » balbutia-t-elle, perdue. « Pourquoi me remettre ça maintenant ?» Le vieil homme soupira, avec la dignité de celui qui a été témoin de trop d'histoires, sans jamais pouvoir y intervenir. « Mademoiselle, je sers la famille Delamarre depuis que monsieur Étienne est enfant. Je l'ai vu grandir, devenir l'homme qu'il est, » expliqua-t-il calmement. « Et jamais en toutes ces années je ne l'ai vu ainsi. »« Ainsi comment ?» demanda Claire en l'invitant à entrer dans la petite salle à manger où sa cousine et sa nièce les observaient avec une curiosité à peine dissimulée. « Perdu !» répondit simplement le majordome, refusant poliment une tasse de café. « Monsieur ne dort plus, mange à peine. Il passe des heures enfermé dans la bibliothèque où vous travailliez autrefois. Il parle à tout le monde et à personne à la fois. » Claire sentit sa gorge se nouer. Il lui était difficile d'imaginer le puissant Étienne Delamarre dans cet état. « Mais c'est lui qui m'a renvoyé, » dit-elle d'une voix brisée. Il n'avait même pas eu le courage de le faire en personne. Édouard acquiesça lentement. « L'orgueil et la peur sont de bien mauvais conseillers, mademoiselle, » confessa-t-il. « Et mon maître a bien trop des deux. Il a cru les rumeurs que cette dame a semées. Il a eu peur de ce que diraient ses associés et ses amis. Mais surtout, il a eu peur que vous soyez trop belle pour être vraie. » La petite nièce de Mireille s'approcha, curieuse, en regardant l'enveloppe que Claire n'avait pas encore ouverte. « C'est une lettre d'amour ?» demanda la fillette innocemment, faisant rougir Claire. « C'est une invitation, petite, » répondit Édouard avec un sourire, « pour un bal très important. Comme dans les contes de princesse, » insista l'enfant. Le vieil homme la regarda avec tendresse. « Exactement comme dans les contes. » Avec délicatesse, Édouard prit l'enveloppe des mains de Claire et l'ouvrit, révélant une élégante carte dorée, gala annuel de la Fondation Beaumont Delamarre pour l'éducation des enfants. Samedi 27 juin, hôtel Le Président, Champs-Élysées. « C'est demain, » murmura Claire. « En effet, » confirma Édouard. « C'est pourquoi je me suis permis d'apporter autre chose. » Il fit un signe vers la porte, où un jeune assistant attendait avec une grande boîte plate noire. Édouard la réceptionna et la posa sur la table. « Un petit détail pour l'occasion, » dit-il en ouvrant la boîte, dévoilant une robe en soie couleur émeraude, simple mais manifestement de haute couture. Mireille laissa échapper un sifflement d'admiration. « Nom d'un chien, Claire, cette robe vaut sûrement plus que tout l'immeuble. »« Je ne peux pas accepter, » dit Claire aussitôt en refermant la boîte. « Je ne peux pas me présenter comme si de rien n'était. » Édouard la regarda avec des yeux qui en avaient trop vu pour juger. « Mademoiselle Claire, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître quand deux âmes sont liées, » dit-il doucement. « Et j'ai aussi vu comment l'orgueil et les apparences peuvent détruire ce qui pourrait être magnifique. Monsieur Étienne ne m'a pas envoyé. Il ne sait pas que je suis ici. Je viens de mon propre chef, parce que je ne supporte pas de voir la peur ruiner ce qui pourrait sauver mon maître de lui-même. » Il fit une pause, mesurant ses mots. « Demain, lors de ce gala, Madame Hélène prévoit d'annoncer des fiançailles avec Monsieur Étienne, » révéla-t-il enfin. « Une alliance qu'il n'a pas acceptée, mais qu'il n'a pas non plus rejetée. Il se laisse porter par le courant, comme toujours. »« Des fiançailles ? Ils vont se marier ?» La voix de Claire se brisa légèrement. « Seulement si personne ne l'en empêche, » répondit Édouard avec un regard chargé de sens. « Seulement s'il ne trouve pas le courage de choisir ce qu'il désire vraiment. »« Et pourquoi croyez-vous que je pourrais changer quoi que ce soit ?» demanda Claire, déchirée entre douleur et espoir. « Je ne suis personne. Vous êtes la seule à l'avoir vu vraiment, » affirma le majordome avec conviction. « Au-delà de l'argent, du pouvoir, du nom, et il le sait, même s'il tente de l'ignorer. » Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, se retourna une dernière fois. « La voiture vous attendra demain à 8 heures, » dit-il. « Le reste dépend de vous. Si vous ressentez encore quelque chose pour lui, si vous croyez que cela vaut la peine de vous battre pour ce qui a commencé cette nuit-là, alors venez. Sinon, je comprendrai parfaitement. » Lorsque la porte se referma derrière Édouard, le petit appartement retomba dans le silence. Mireille regarda sa cousine avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle enfin. Claire caressa le tissu soyeux de la robe perdue dans ses pensées. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Une part de moi veut y aller, lui faire face, exiger des explications, mais une autre a peur. Et si j'y vais et qu'il m'humilie encore, si tout cela n'était qu'un jeu cruel ?» Mireille s'assit à ses côtés et lui prit les mains. « Écoute, cousine,
Je suis la première à t'avoir dit que ce monde n'était pas fait pour toi, commença-t-elle. Mais maintenant, je te vois triste, éteinte, et tu ne pleures pas seulement cet homme, tu pleures aussi la vie que tu avais commencé à construire. Si tu n'y vas pas, tu te demanderas toujours ce qui aurait pu arriver. Et si tu y vas et que ça se passe mal, au moins tu sauras que tu as tout tenté. J'ai peur, Yola, admit Claire. La peur, c'est normal, répondit sa cousine. Ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré la peur. Cette nuit-là, Claire dormit à peine. Elle ressortit les 3 recueils de poésie qu'Étienne lui avait envoyés et relut les passages qu'il avait marqués pour elle. Des mots sur le courage, le pardon, les secondes chances. Étaient-ce des messages ou de simples coïncidences? À l'aube, Claire prit une décision. Elle n'irait pas à ce bal pour récupérer Étienne, ni pour mendier son attention. Elle irait chercher une fin, ou peut-être un nouveau départ. Elle irait pour affronter ses peurs, et les siennes, pour tout lui dire, pour fermer un chapitre, quel qu'en soit le dénouement. Elle enfila la robe émeraude et fut surprise de constater qu'elle lui allait à la perfection, comme si elle avait été faite pour elle. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple et se maquilla avec soin, mettant en valeur ses yeux en amande. À 8 heures précises, une élégante voiture noire s'arrêta devant l'immeuble. Le même jeune assistant que la veille en descendit et lui ouvrit la porte avec une révérence. « Monsieur Servant m'a demandé de vous remettre ceci », dit-il en lui tendant une petite enveloppe. À l'intérieur, une brève note, écrite d'une main élégante. « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose compte davantage que la peur elle-même. » Alors que la voiture traversait les rues nocturnes de Paris, Claire sentait que chaque kilomètre ne l'approchait pas seulement d'un lieu, mais d'un moment décisif de sa vie. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait à ce gala, ni comment Étienne réagirait en la voyant. Elle savait seulement qu'elle ne repartirait pas en silence, cette fois. L'hôtel Le Président brillait ce soir-là d'un luxe presque indécent. Des voitures dernier cri et des limousines s'alignaient devant l'entrée, tandis que les photographes de la presse mondaine déclenchèrent leur flash pour capturer l'arrivée de l'élite parisienne. Le gala annuel de la Fondation Beaumont de la Mare avait toujours été un événement majeur, mais cette année, les rumeurs lui avaient conféré une aura toute particulière. Dans l'immense salle principale, décorée d'orchidées blanches et de verreries reflétant la lumière de centaines de bougies, Hélène Beaumont évoluait comme une reine parmi ses courtisans. Sa robe rouge de créateur, choisie avec soin pour trancher volontairement avec le décor, attirait tous les regards. Ses gestes calculés, son rire cristallin, tout en elle projetait une image de victoire. « Ce soir sera historique », souffla-t-elle à l'épouse du ministre de l'économie, un sourire énigmatique aux lèvres. Une alliance qui changera le paysage économique du pays. À quelques mètres de là, Étienne Delamarre observait la scène, le visage impassible, impeccable dans son costume noir, une coupe de whisky à peine entamée à la main. Il semblait absent malgré la foule qui se pressait autour de lui. Ses réponses étaient polies mais brèves, et son regard ne cessait de se tourner vers l'entrée principale. « Tu as l'air nerveux, mon vieux », commenta Romain Viguier, s'approchant de lui. « C'est à cause de l'annonce que Hélène laisse planer depuis une semaine ?» Étienne le regarda avec un mélange de lassitude et de résignation. « Hélène suit ses propres plans, » répondit-il sèchement. « Elle l'a toujours fait. Et toi, tu es d'accord avec ses plans ?» insista Romain. « Parce que tu ne ressembles pas vraiment à un homme sur le point de se fiancer. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, un mouvement à l'entrée capta son attention. Comme si une onde électrique avait traversé la salle, les conversations s'atténuèrent et toutes les têtes se tournèrent envers la porte. Là, sous la lumière du grand lustre en cristal, se tenait Claire. Sa robe émeraude épousait sa silhouette avec délicatesse, contrastant avec sa peau dorée et faisant briller ses yeux en amande. Ses cheveux, relevés en un chignon simple mais élégant, dévoilaient une nuque qu'Étienne avait rêvé d'embrasser. Elle ne portait aucun bijou extravagant, seulement de petites boucles d'oreilles en argent qu'il reconnut aussitôt, celles qu'il lui avait laissées avec les livres de poésie. Les murmures ne tardèrent pas. Ce n'est pas la fille qui faisait le ménage chez lui? Si, celle qui l'a fait danser à la soirée de février. Comment ose-t-elle se présenter ici? Qui a bien pu l'inviter? Mais Étienne n'entendait plus rien, le vacarme, la musique, les voix, tout s'évanouit. Il ne voyait plus que Claire, droite sous le lustre, le regardant droit dans les yeux avec un mélange de courage et de fragilité qui lui coupa le souffle. Hélène l'avait vu aussi. Son visage se tendit l'espace d'un instant avant de retrouver son masque maîtrisé. Elle s'avança d'un pas décidé vers le centre de la salle où le maître de cérémonie l'attendait. « Il est temps pour l'annonce », souffla-t-elle. « Faites stopper l'orchestre. »
Mais Étienne fut plus rapide. Traversant la salle comme en transe, ignorant les salutations et les appels, il marcha droit vers Claire. La foule s'écartait instinctivement à son passage, créant un couloir invisible entre eux deux. Lorsqu'il s'arrêta enfin, à quelques pas d'elle, le temps sembla se figer. Ils se regardèrent en silence, se disant par les yeux ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-il enfin d'une voix rauque. Il fallait bien que quelqu'un rompe le silence, répondit-elle avec une fermeté qui surprit nombre des invités. Hélène, voyant la situation lui échapper, fit un geste désespéré vers le maître de cérémonie. La musique s'interrompit brusquement. Les projecteurs se braquèrent sur le centre de la salle, là où elle s'était placée stratégiquement. « Mesdames et messieurs, annonça le présentateur, Madame Hélène Beaumont a un message très spécial. » Mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient fixés sur Étienne et Claire, sur cette rencontre imprévue vibrante d'une intensité presque tangible. Et alors, dans un geste qui laissa la salle sans voix, Étienne de Lamare, l'homme le plus puissant et le plus réservé de Paris, fit un pas vers Claire et posa lentement un genou à terre devant elle. Un souffle choqué parcourut la pièce. Hélène laissa tomber sa coupe de champagne. Les téléphones se levèrent comme un seul homme pour filmer la scène. « Tu nettoyais les coins de ma maison », dit Étienne d'une voix tremblante d'émotion, « mais c'est mon cœur que tu as nettoyé en y entrant. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de Claire. Étienne poursuivit, oubliant totalement le public qui l'entourait. « Je ne te demande pas de revenir. Je ne t'offre pas de bague. Je te demande pardon. Pardon pour ma lâcheté, pour mon silence, pour t'avoir blessé alors que tu n'as fait que me voir comme personne ne m'avait jamais vu. » Il se releva lentement et prit les mains de Claire entre les siennes. « Je suis tombé amoureux de toi entre les vieux livres et les mots empruntés, » avoua-t-il avec une vulnérabilité que personne ne lui connaissait. « Je suis tombé amoureux de ta façon de voir le monde, de ton courage, de ton honnêteté. Et j'ai eu peur. Peur que tu sois trop vrai pour être réel. Peur de ce que diraient les autres. Peur de ce que je ressentais. Et cette peur m'a fait te perdre. » Claire, des larmes silencieuses roulant sur son visage, serra ses mains dans les siennes. « Moi aussi j'ai eu peur, » admit-elle. « Peur d'être juste un caprice, de ne pas être à la hauteur, de rêver trop grand. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur pour toi, » répondit-il. Hélène, remise de sa stupeur initiale, s'avança furieuse vers eux. « C'est ridicule, » s'écria-t-elle, le visage déformé par la colère. « Tu vas t'humilier ainsi pour une domestique? As-tu oublié qui tu es, Étienne ?» Il la regarda avec une sérénité désarmante. « Pour la première fois depuis longtemps, je me souviens exactement de qui je suis, Hélène, » répondit-il, « et je n'ai besoin de personne pour me le rappeler. » Puis, se tournant vers Claire, il demanda simplement, « Tu me donnerais une seconde chance? Pas comme ton patron, pas comme le millionnaire de Lamare, mais comme Étienne. » Juste Étienne. Le silence dans la salle était absolu. Des centaines de regards suspendus, des centaines de souffles retenus. Claire sourit à travers ses larmes. « Seulement si tu promets qu'on ne se taira plus jamais quand quelque chose nous fera mal, » répondit-elle. Étienne acquiesça, et avec un sourire qui transforma son visage, fit un signe à l'orchestre. Les musiciens, comprenant aussitôt, entamèrent le même air de valse que lors de leur toute première nuit. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il en lui tendant la main. « À une condition, » répondit-elle, acceptant sa main, « que ce ne soit pas la dernière. » Et ainsi, sous les regards stupéfaits de l'élite parisienne, Étienne et Claire commencèrent à danser, se mouvant avec la grâce naturelle de ceux qui ont enfin trouvé leur place dans le monde, l'un à côté de l'autre. 3 jours après le bal qui avait secoué la haute société, Claire franchissait de nouveau le seuil du manoir de Lamare. Cette fois, elle ne portait pas d'uniforme, mais une simple robe à fleurs, et n'entrait pas par la porte de service, mais en tant qu'invité spécial du propriétaire. Édouard l'accueillit avec un sourire complice. « Bon retour parmi nous, mademoiselle Claire », salua le majordome avec une légère inclinaison. « Monsieur vous attend dans la bibliothèque. » Le cœur de Claire battait à tout rompre, tandis qu'elle traversait les couloirs désormais familiers. Tant de choses s'étaient repassées depuis cette première fois, la valse inattendue, les journées silencieuses parmi les livres, l'éloignement, puis les retrouvailles. C'était comme si elle avait vécu une vie entière en quelques mois. Arrivée devant la grande porte en bois sculpté, elle inspira profondément. Un instant, le doute la saisit. Une relation entre deux mondes si différents pouvait-elle vraiment fonctionner? N'était-elle pas en train de commettre une folie en cédant à ses sentiments? Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Étienne était là, sans cravate, vêtu d'une simple chemise. Les cheveux légèrement en désordre. Il semblait nerveux, presque vulnérable.
si différent de l'homme d'affaires tout-puissant que le monde connaissait. « Je pensais que tu ne viendrais pas », avoua-t-il avec un sourire timide. « Moi aussi, je l'ai cru », répondit-elle honnêtement. « Mais je suis là. La bibliothèque avait changé. Un petit coin chaleureux avait été aménagé entre les étagères. 2 fauteuils se faisant face, une table basse avec du café fraîchement préparé et des biscuits maison, et un vase rempli de fleurs du jardin. C'est Margot qui a insisté pour tout installer, expliqua Étienne. Je crois qu'elle est plus excitée que nous par ce qui est en train d'arriver. Claire sourit, reconnaissante envers la gouvernante qui avait toujours été bienveillante avec elle. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver, Étienne ? Demanda-t-elle franchement en prenant place. Le bal, c'était magnifique, mais on a besoin de parler, compléta-t-il s'asseyant en face d'elle. Sans masque, sans faux semblant, juste toi et moi. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils parlèrent réellement. Pas avec des phrases empruntées au livre ni à travers des silences lourds de sens, mais avec leurs propres mots, sincères, parfois douloureux. Étienne lui parla de son enfance dans ce même manoir, entouré de luxe mais privé d'affection. Il lui raconta la pression constante de son père pour être le meilleur, pour préserver le prestige du nom Delamarre. Il lui confessa ses échecs sentimentaux, ses peurs les plus profondes, sa solitude déguisée en puissance. « Mon père répétait qu'un Delamarre ne montre jamais de faiblesse, » dit-il, les yeux perdus dans ses souvenirs, « que les émotions sont pour les faibles et que les affaires n'ont pas de cœur. Il me l'a dit si souvent que j'ai fini par y croire. » Claire écoutait, comprenant enfin les couches de défense qu'il avait construites autour de son cœur. « Mon père était différent, » dit-elle à son tour. « Il était maçon, mais trouvait toujours du temps pour nous lire des histoires, à mes frères et moi. Il nous a appris qu'être pauvre ne signifiait pas valoir moins. » Elle lui parla de la maladie qui avait emporté son père quand elle avait 15 ans, de son abandon de l'école pour aider sa mère, de tous les petits boulots depuis. Elle lui parla de ses rêves abandonnés, étudier la littérature, peut-être devenir enseignante un jour. « Quand j'ai trouvé ce poste chez les traiteurs, je croyais que c'était le mieux que je pouvais espérer, » avoua-t-elle. « Jusqu'à ce que j'entre dans cette bibliothèque et découvre un monde que je ne soupçonnais même pas. » Étienne la regardait avec une admiration mêlée de remords. « J'avais tout ce que l'argent peut acheter, et pourtant j'étais vide, » dit-il pensif. « Toi, avec si peu, tu portes une telle richesse en toi. » Les heures passèrent sans qu'il ne s'en rende compte. Le café avait refroidi, les biscuits restèrent intacts. Au milieu des rayonnages centenaires, 2 êtres placés à des extrémités de la société par le destin découvraient tout ce qui les unissait. L'amour des livres, la soif de vérité, la quête d'un lieu où être simplement soi-même. « Tu sais pourquoi je t'ai vraiment renvoyé ?» demanda soudain Étienne à voix basse. « J'avais peur, pas de ce que les autres diraient, mais de ce que je ressentais pour toi. C'était si fort, si réel, ça me terrifiait. » Claire hocha la tête, comprenant. « Moi aussi j'ai eu peur, » admit-elle. « Peur de tomber amoureuse de quelqu'un dont le monde n'était pas le mien, peur de rêver à l'impossible. Et maintenant ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers elle. « Tu as encore peur ?»« Oui, » répondit-elle honnêtement, « mais j'ai appris que certaines choses valent la peine, même avec la peur. » Étienne tendit sa main au-dessus de la table, paume ouverte. Une invitation, non, une exigence. Claire regarda cette main, capable de signer des chèques à plusieurs millions, de bâtir des entreprises, d'avoir porté tant de pouvoir, et qui tremblait légèrement en attendant la sienne. Sans hésiter, elle entrelaça ses doigts aux siens. Le contact fut électrique, comme si un courant invisible les parcourait et les unissait. « Je te propose un pacte, » dit Étienne d'une voix grave. « Un pacte de vérité. Peu importe ce qui nous attend, on se parlera toujours avec honnêteté, sans cacher ce qui nous fait mal, sans prétendre être quelqu'un d'autre. »« J'accepte, » répondit-elle en serrant sa main, « mais avec une condition en plus, qu'on ne laisse jamais le monde décider à notre place. » Leurs regards se croisèrent, remplis de promesses silencieuses mais profondément ressenties. Étienne se leva sans lâcher sa main, fit le tour de la table et s'assit à côté d'elle dans le large fauteuil. Il caressa doucement sa joue, traçant les contours de son visage comme on mémorise un paysage précieux. « J'ai imaginé ce moment tant de fois, » murmura-t-il. Claire ferma les yeux, se laissant aller à la caresse. « Moi aussi, » confessa-t-elle dans un souffle. Le baiser ne fut pas prémédité. Il arriva tout simplement comme les choses vraies, avec la simplicité de l'inévitable. Leurs lèvres se rencontrèrent d'abord timidement, puis avec une douceur qui se transforma en passion retenue. Un baiser au goût de café, de biscuits, de vieux livres et d'avenir.
Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. Nul besoin de mots pour nommer ce qui naissait entre eux. C'était de l'amour, à la fois simple et complexe. Un amour né d'une danse inattendue, nourri entre les pages de livres et les silences partagés, qui avait survécu à la distance et à l'orgueil. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, consciente que leur relation ne serait pas sans obstacle. Étienne lui baisa doucement les mains en souriant. « On va écrire notre propre histoire, » répondit-il, « une page à la fois. » Et là, entre les livres anciens, témoins silencieux de leur rencontre, ils scellèrent d'un nouveau baiser le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'ils écriraient ensemble, à main et cœur ouverts. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la bibliothèque, où un baiser avait scellé le début de quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. 6 mois de regards surpris dans les restaurants, de gros titres dans les rubriques mondaines, de rumeurs et de paris sur la durée du caprice du milliardaire. 6 mois pendant lesquels Claire et Étienne, indifférents au commérage, avaient construit chaque jour une relation fondée sur la vérité qu'ils s'étaient promise. L'ancienne bibliothèque privée du manoir de la Mare était méconnaissable cet après-midi d'octobre. Les lourdes tentures avaient été remplacées par de grandes baies vitrées, laissant entrer la lumière naturelle. Les rayonnages, autrefois fermés au monde, s'offraient désormais généreusement aux visiteurs, qui découvraient les lieux avec émerveillement. « C'est incroyable ce que tu as accompli en si peu de temps », commenta Romain Viguier à Étienne, tandis qu'ils observaient les derniers préparatifs de l'inauguration. « Jamais je n'aurais cru que tu serais d'accord pour transformer le sanctuaire familial en centre culturel. » Étienne sourit, sans détacher son regard de Claire, qui coordonnait un groupe de jeunes étudiants appelés à faire office de guide. « Il y a beaucoup de choses que tu ne pensais pas me voir faire, mon ami, » répondit-il amusé, « à commencer par tomber amoureux pour de vrai. » Le centre culturel de la Mare Moreau ouvrait ses portes au public pour la première fois, avec une exposition intitulée « Mots gardés, trésors littéraires de France ». Claire avait travaillé sans relâche sur le projet, convainquant Étienne que ces livres et documents historiques méritaient d'être partagés et non enfermés dans la solitude. Mais la véritable réussite n'était pas l'exposition en elle-même, mais ce qu'elle représentait. La fusion de deux mondes qu'on croyait irréconciliables. Claire avait apporté sa vision fraîche et son lien avec la communauté, Étienne, ses ressources et ses contacts. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de neuf que ni l'un ni l'autre n'aurait pu accomplir seul. À 18 heures précises, le grand salon était plein. Journalistes, universitaires, figures de la culture et curieux attendaient le début de l'événement. Dans le public, Mireille et sa fille souriaient nerveusement, aussi déplacées que Claire l'avait été lors de son tout premier bal. Édouard, élégant comme toujours, mais arborant un sourire plus large qu'à l'accoutumée, tapa doucement 3 fois avec sa canne, signalant que la cérémonie allait commencer. Le silence se fit immédiatement. Étienne monta sur l'estrade et ajusta le micro. « Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence en ce jour si particulier, » commença-t-il d'une voix calme. « Pendant des générations, la famille de la Mare a accumulé des livres et des documents comme on accumule des biens, pour les posséder, pas pour les partager. Aujourd'hui, nous rompons avec cette tradition. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. « Mais ce n'est pas moi qui dois vous parler de ce projet. La véritable créatrice, le cœur et l'âme de cette bibliothèque transformée, c'est elle qui vous présentera notre vision, » ajouta-t-il en tendant la main vers le côté de la scène. « Je vous présente Claire Moreau. » Les applaudissements furent polis mais retenus. Beaucoup voyaient encore Claire comme une intruse qui avait séduit le milliardaire. D'autres comme une curiosité du moment. Peu la connaissaient vraiment. Lorsqu'elle monta sur l'estrade, vêtue d'une élégance simple, quelque chose dans sa présence attira immédiatement l'attention de tous. Ce n'était ni sa tenue, ni des bijoux, elle n'en portait aucun, mais la sérénité tranquille de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. Il y a exactement 8 mois, je suis entrée pour la première fois dans cette bibliothèque, commença-t-elle d'une voix claire et assurée. J'y suis entrée en tant qu'employée d'entretien, engagée pour dépoussiérer des livres que personne ne lisait. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un projet qui vise à dépoussiérer notre mémoire collective. À mesure qu'elle parlait, sa voix gagnait en force et en passion. Elle expliqua la valeur des documents historiques retrouvés, les lettres inédites de personnages illustres, les projets d'ateliers littéraires destinés aux communautés marginalisées. « Ceci n'est pas une histoire de princesse et de prince charmant, » dit-elle en regardant droit les journalistes mondains. « C'est l'histoire de 2 personnes qui ont découvert que les vraies barrières
ne se trouve pas entre les classes sociales, mais entre les cœurs fermés. Étienne de la Mare a ouvert les portes de sa bibliothèque, mais il a d'abord ouvert celles de son cœur. Et cela a changé nos vies. Depuis sa place, Étienne la regardait avec des yeux brillants de fierté et d'amour. Il ne se souciait plus des murmures, ni des regards scandalisés de ses anciens cercles. Hélène Beaumont avait cessé de fréquenter les mêmes événements que lui, et plusieurs familles traditionnelles avaient rompu des liens commerciaux. Mais pour chaque porte qui se fermait, d'autres s'ouvraient. La plupart des contes se terminent par un « et ils vécurent heureux pour toujours », poursuivit Claire. Mais la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Nous écrivons notre histoire jour après jour, avec des erreurs, des réussites et beaucoup d'honnêteté. Une histoire qui a commencé par une danse inattendue et qui continue à danser à son propre rythme. Lorsqu'elle termina son discours, les applaudissements furent sincères et prolongés. Même ceux qui étaient venus sceptiques semblaient touchés par son authenticité. Étienne remonta sur l'estrade et, dans un geste qui surprit à nouveau toute l'assistance, prit la main de Claire et l'embrassa avec tendresse devant le public. Les portes de l'exposition s'ouvrirent et les invités commencèrent à parcourir les salles thématiques. La première était consacrée à l'histoire de la France à travers des documents originaux. La deuxième, à la poésie latino-américaine. La troisième, plus intime, présentait une sélection de lettres d'amour à travers les siècles. Dans cette dernière salle, discrètement placée à côté de missives de Louise Labbé et Paul Éluard, figurait un billet encadré dans une écriture que les plus proches reconnurent aussitôt. « Aucun livre ne change le monde s'il reste fermé. Merci d'avoir ouvert le vôtre pour moi. » Des heures plus tard, lorsque le dernier invité fut parti, Claire et Étienne retournèrent à la bibliothèque, désormais silencieuse. Ils marchaient lentement entre les rayonnages, main dans la main, comme on parcourt un chemin familier et chéri. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, observant son profil baigné par la lumière du crépuscule. « Plus qu'heureuse », répondit-elle avec un sourire paisible. « Je suis en paix. Et toi ?»« Je suis entier », répondit-il simplement. Ils s'arrêtèrent près de la grande baie vitrée donnant sur le jardin, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Au loin, Paris déroulait ses lumières comme un tapis scintillant. « Tu sais qu'ils continueront à parler, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Ils continueront à parier que ça ne durera pas, à chercher des failles, à espérer notre chute. » Étienne sourit en l'attirant contre lui. « Qu'ils parlent, qu'ils spéculent, qu'ils parient, » répondit-il avec calme. « Nous savons ce que nous avons. » Là, au même endroit où leur histoire avait commencé des mois plus tôt entre silence et mots empruntés, ils s'embrassèrent à nouveau, non plus avec l'urgence de la découverte, mais avec la certitude de ce qu'ils avaient construit, pas à pas. Dehors, la ville poursuivait ses danses, ses intrigues, ses divisions. Mais à l'intérieur de ces murs, parmi les livres témoins de leur parcours, Claire et Étienne continuaient d'écrire leur propre histoire. Une histoire qui avait commencé par une danse, et qui, comme les meilleurs livres, promettait de continuer bien au-delà de la dernière page. Épilogue. Les chapitres suivants. Paris se réveillait sous un ciel clair de printemps, 10 ans après cette fameuse exposition au Centre culturel de la Marmoraux. Le temps s'était écoulé comme les pages d'un livre qu'on chérit, laissant des marques, mais construisant aussi l'histoire. Dans le quartier Passy, où les anciennes demeures cossues cohabitaient désormais avec des immeubles de verre modernes, l'ancienne résidence des Delamare s'était métamorphosée. Ce n'était plus le bastion froid et silencieux que Claire avait découvert ce tout premier jour, mais un foyer vibrant où les rires d'enfants résonnaient entre des murs autrefois marqués par l'écho du vide. « Émilien, Sophie, le petit déjeuner est prêt !» appela Claire depuis la terrasse, où une table garnie de fruits frais, de tartines campagnardes aux œufs et tomates épicées et de jus d'orange attendait la famille. Un garçon de 8 ans, avec les yeux perçants de son père et le sourire chaleureux de sa mère, accourut suivi par sa sœur de 6 ans, qui portait un livre presque aussi grand qu'elle sous le bras. « Maman, j'ai trouvé ça dans la bibliothèque et je comprends pas tous les mots », dit la petite Sophie, montrant un ancien recueil de légendes celtiques. Claire sourit, aidant sa fille à s'asseoir tout en examinant le livre. « C'est un texte en vieux français avec une traduction moderne », expliqua-t-elle. « On pourra le lire ensemble après le petit déjeuner. »« Et papa, il est tout ?» demanda Émilien en se servant du jus avec une concentration extrême pour ne rien renverser. « En train de finir un appel vidéo, » répondit Claire. « Tu sais comment il est quand il parle avec les gens de la fondation. » Comme s'il avait entendu, Étienne fit son apparition sur la terrasse. À 52 ans, les tempes grisonnantes lui donnaient une allure distinguée, et les petites rides autour de ses yeux
témoignait d'une décennie de sourires naguère absents de son visage. « Bonjour la famille » salua-t-il, embrassant d'abord ses enfants sur le front, puis Claire sur les lèvres, un baiser bref mais chargé de la familiarité d'un amour quotidien. « Comment ça se passe avec le projet à Montpellier » demanda-t-elle en lui servant un café. « Mieux que prévu » répondit-il en s'asseyant. « La bibliothèque communautaire sera prête pour l'inauguration le mois prochain. Ce sera la 15e que nous ouvrons. La fondation Delamare-Moreau pour l'éducation et la culture était devenue leur passion commune. Ce qui avait commencé comme une simple bibliothèque ouverte au public dans la demeure familiale s'était transformé en un réseau de centres culturels dans des quartiers défavorisés à travers toute la France. La vision de Claire, combinée aux ressources et au contact d'Étienne, avait abouti à un projet qui transformait des vies par l'accès à la culture et au savoir. Le chemin n'avait pas été facile. Les premières années de leur relation furent marquées par le regard impitoyable de la société et des médias. Les magazines à sensation misaient sur une rupture imminente. Les anciens cercles d'Étienne le considéraient comme un traître à sa classe et plus d'un ami tenta de le convaincre qu'il faisait une erreur. « Cette femme est avec toi uniquement pour ton argent », lui avait lancé Hélène lors de leur dernière rencontre il y a 5 ans. « Une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle te laissera. » Mais Hélène et les autres critiques avaient sous-estimé ce qui unissait vraiment Claire et Étienne. Ce n'était pas une attraction superficielle entre deux mondes opposés, mais la reconnaissance profonde entre deux âmes qui, malgré des origines différentes, partagèrent les mêmes valeurs essentielles. La première épreuve sérieuse survint à peine 1 an après l'inauguration de la bibliothèque. L'entreprise Delamare fit face à une crise financière lorsque l'un de ses principaux partenaires internationaux fut accusé de fraude. Les actions chutèrent, les investisseurs paniquèrent, et soudain, l'empire qu'Étienne avait hérité et fait prospérer menaçait de s'effondrer. Pendant ces mois sombres, Claire resta solide. Loin de l'abandonner lorsque la fortune vacillait, comme beaucoup l'avaient prédit, elle devint son pilier. « Je ne suis pas tombée amoureuse du milliardaire Delamare », lui dit-elle une nuit, alors qu'ils épluchèrent des documents jusqu'à l'aube. « Je suis tombée amoureuse d'Étienne, l'homme qui m'a vue alors que j'étais invisible. » Grâce à son soutien, Étienne trouva la force de se réinventer. Il vendit des divisions non essentielles de l'entreprise, restructura la dette et paria sur de nouveaux marchés que ses conseillers conservateurs jugeaient trop risqués. 1 an plus tard, non seulement il avait sauvé la société, mais il l'avait transformée en une entité plus agile, moderne et socialement responsable. C'est durant cette crise qu'ils décidèrent de se marier dans une cérémonie intime dans le jardin du manoir, avec à peine 40 invités. Il n'y eut pas d'annonce dans les journaux, ni de photos vendues aux magazines, juste la célébration sincère d'un amour qui avait survécu à sa première grande tempête. La naissance d'Émilien 2 ans plus tard apporta de nouveaux défis et de grandes joies. Pour Claire, la maternité signifiait trouver un équilibre entre son rôle croissant à la fondation et les soins à son fils. Pour Étienne, cela signifiait rompre avec le modèle paternel qu'il avait connu en jurant que son enfant ne ressentirait jamais la froideur distante qu'il avait lui-même vécue. « Parfois j'ai peur de ne pas savoir être un bon père », confessa-t-il un soir en regardant leur bébé dormir dans son berceau. « Tu as peur parce que ça compte pour toi », répondit Claire en lui prenant la main. « Rien que pour ça, tu es déjà un meilleur père que le tien. » Avec la naissance de Sophie, la famille fut complète. La petite, vive et curieuse dès ses premiers jours, hérita de la passion des livres de ses 2 parents et de l'esprit indépendant de sa mère. La vie quotidienne des Delamare-Moreau surprendrait ceux qui les avaient connus au début de leur histoire. Malgré leur fortune, ils menaient une vie simple. Claire continuait à cuisiner les dimanches, préparant le gratin rustique aux œufs et tomates épicées, devenu une tradition familiale. Étienne avait appris à déléguer ses responsabilités pour être plus présent auprès de ses enfants. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre qui défiait aussi bien les stéréotypes de l'élite que les attentes d'échec qu'on avait longtemps placées en eux. « Et si on emmenait les enfants à Montreuil ce week-end » proposa Claire pendant le petit déjeuner. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu tante Mireille et leurs cousins. Les liens avec la famille de Claire n'avaient jamais été rompus. Au contraire, Étienne avait personnellement tenu à aider Mireille à monter un petit commerce de restauration, devenu aujourd'hui un restaurant florissant dans son quartier. La cousine de Claire était restée la même femme directe et entière, et leur réunion de famille était remplie de rires et de conversations sans artifice. « Excellente idée », répondit Étienne. « On pourra aussi jeter un œil à l'avancement du chantier du centre communautaire. »
Le manoir de la Mare n'était plus un symbole d'isolement élitiste. Il était devenu un lieu de rencontre entre des mondes divers, diplomates, entrepreneurs, étudiants boursiers de la Fondation, artistes émergents venus de milieux populaires. Les dîners qu'ils organisaient chaque mois étaient devenus légendaires non pas pour leur faste, mais pour les échanges inattendus qu'ils suscitaient. Après le petit déjeuner, tandis que les enfants se préparaient pour leur cours avec le précepteur, qui venait 3 fois par semaine, une concession nécessaire à la sécurité, dans un pays où les enlèvements restaient une crainte pour les familles fortunées, Claire et Étienne se rendirent à la bibliothèque pour leur rituel du matin. Une demi-heure de lecture partagée avant de plonger dans les responsabilités du jour. La bibliothèque avait changé, comme tout le reste. « Bonjour ma famille », salua-t-il en embrassant d'abord ses enfants sur le front, puis Claire sur les lèvres, un baiser bref mais empreint de l'intimité d'un amour quotidien. « Comment avance le projet à Montpellier » demanda-t-elle en lui servant un café. « Mieux que prévu », répondit-il en s'asseyant. « La bibliothèque communautaire sera prête pour l'inauguration le mois prochain. Ce sera la 15e que nous ouvrons. » La Fondation Delamare-Moreau pour l'éducation et la culture était devenue leur passion partagée. Ce qui avait commencé comme une simple bibliothèque publique dans leur manoir s'était transformé en un réseau national de centres culturels implantés dans des zones défavorisées à travers toute la France. La vision de Claire, combinée aux ressources et aux connexions d'Étienne, avait donné naissance à un projet capable de transformer des vies grâce à l'accès à la culture. Le chemin avait été semé d'embûches. Les premières années de leur relation avaient été scrutées sans relâche par les médias et l'opinion publique. Les magazines à potins pariaient sur une rupture prochaine. Les anciens cercles d'Étienne l'accusaient de trahir sa classe sociale et plusieurs amis tentèrent de le convaincre qu'il commettait une erreur. « Cette femme est avec toi pour ton argent, rien d'autre », lui avait lancé Hélène Beaumont lors de leur dernier échange, il y a 5 ans. « Une fois qu'elle aura ce qu'elle veut, elle te laissera. » Mais Hélène et les autres avaient sous-estimé la vraie nature du lien entre Claire et Étienne. Non pas une attraction passagère entre 2 mondes opposés, mais une reconnaissance profonde entre 2 âmes partageant des valeurs essentielles, malgré des origines très différentes. La première épreuve sérieuse arriva 1 an après l'inauguration de la bibliothèque. Le groupe Delamare fut ébranlé par une crise financière suite à l'implication de l'un de ses principaux partenaires dans une affaire de fraude. Les marchés réagirent violemment, les investisseurs prirent peur et soudain, l'empire qu'Étienne avait hérité menaçait de s'écrouler. Durant cette période trouble, Claire fut son roc. Loin de le fuir lorsque la fortune vacillait, comme tant l'avait prédit, elle devint son soutien le plus solide. « Je ne suis pas tombée amoureuse du milliardaire Delamare », lui dit-elle un soir, alors qu'ils examinaient des dossiers jusqu'à l'aube. « Je suis tombée amoureuse d'Étienne, l'homme qui m'a vue quand j'étais invisible. Grâce à elle, Étienne trouva la force de se réinventer. Il vendit les filiales non essentielles, restructura les dettes et prit des paris audacieux sur de nouveaux marchés que ses conseillers les plus prudents jugeaient trop risqués. 1 an plus tard, non seulement il avait sauvé l'entreprise, mais il l'avait transformée en une structure plus agile, moderne et socialement engagée. C'est durant cette tempête qu'ils décidèrent de se marier, dans une cérémonie intime dans le jardin du manoir, avec seulement 40 invités. Il n'y eut ni annonce dans les journaux, ni publication dans les magazines, juste la célébration sincère d'un amour ayant traversé sa première grande épreuve. L'arrivée d'Émilien, 2 ans plus tard, apporta de nouveaux défis et bonheur. Pour Claire, la maternité signifiait jongler entre son rôle grandissant dans la Fondation et les besoins de son fils. Pour Étienne, cela signifiait rompre avec le modèle paternel qu'il avait connu et jurer que jamais son fils ne ressentirait la froideur qu'il avait lui-même endurée. « J'ai peur de ne pas savoir être un bon père », confia-t-il un soir en regardant leur bébé dormir dans son berceau. « Tu as peur parce que ça compte pour toi », lui répondit Claire en prenant sa main. « Rien que ça fait de toi un meilleur père que le tien. » Avec la naissance de Sophie, la famille fut complète. Vive, curieuse dès ses premiers jours, elle avait hérité de l'amour des livres de ses 2 parents et de l'esprit libre de sa mère. Le quotidien des Delamare-Moreau surprendrait ceux qui les avaient connus au début. Malgré leur fortune, ils menaient une vie simple. Claire cuisinait encore les dimanches, préparant le gratin rustique aux œufs et tomates épicées, devenu une tradition familiale. Étienne, quant à lui, avait appris à déléguer pour être plus présent auprès de ses enfants. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre défiant tous les stéréotypes et les prédictions pessimistes. « Et si on emmenait les enfants à Montreuil ce week-end »
proposa Claire au petit déjeuner. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu tante Mireille et leurs cousins. Les liens avec la famille de Claire n'avaient jamais été coupés. Au contraire, Étienne avait personnellement aidé Mireille à ouvrir un petit restaurant, devenu prospère dans son quartier. Elle restait fidèle à elle-même, franche, directe, et leurs réunions de famille étaient pleines de rires et de conversations sincères. « Excellente idée », répondit Étienne. « On pourra aussi voir l'avancement du centre communautaire. Le manoir de la Mare n'était plus ce bastion de l'élitisme froid. Il s'était transformé en un lieu d'échange, où cohabitaient diplomates, entrepreneurs, artistes de banlieue, étudiants boursiers. Les dîners qu'ils organisaient chaque mois étaient devenus célèbres, non pour leur luxe, mais pour les conversations inattendues qu'ils suscitaient. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants rejoignaient leurs précepteurs, qui venaient 3 fois par semaine, mesure de sécurité dans une France où certains risques restaient bien réels, Claire et Étienne rejoignirent leur bibliothèque pour leur rituel du matin. Une demi-heure de lecture partagée avant d'attaquer la journée. La bibliothèque avait évolué comme tout le reste. Claire, les larmes aux yeux, prit le carnet et le stylo qu'Étienne lui tendait. De son écriture ronde, elle ajouta « D'une danse imprévue à une vie partagée, de la femme de ménage invisible à celle qui a trouvé sa voie, des silences douloureux aux mots sincères. Voici notre histoire, et elle continue de s'écrire chaque jour. » Ils refermèrent le carnet et s'enlacèrent sous le ciel étoilé de Paris, conscients que leur histoire, comme les meilleurs livres, connaîtrait encore de nombreux chapitres. Car ce qui avait commencé comme une danse non prévue au programme était devenu la danse de toute une vie. Une danse entre deux êtres qui, envers et contre tout, avaient compris que les liens véritables transcendent toutes les barrières sociales, et que l'amour, quand il est authentique, ne cesse jamais de se réinventer. Et tandis que la nuit avançait sur la ville lumière, sur cette terrasse, 2 personnes qui autrefois n'étaient que des inconnus contemplaient l'avenir avec la sérénité de ceux qui ont appris à faire de chaque fin un nouveau commencement.